Bon bah moi j'y comprends plus rien. Un coup c'est Michel qui se pointe, un autre coup c'est Jean-Mi qui nous envoie le machin par Chronopost. Bon moi je t'écoute quand tu fais le guignol devant la caméra, donc s'il te plaît. C'est louche. C'est toi qui est louche. Non mais il y a une voiture de contrôleur qui vient de se garer là, j'ai l'impression qu'il mate vers notre immeuble. Bon arrête de faire ton parano, en plus Jean-Mi nous a envoyé de nouveaux trucs à mater. Putain, il se ramène vers nous, on passe en opération écureuil. Opération écureuil? Non mais c'est quoi ça? Bah, on fait comme d'hab quoi, on planque tout. Allez, on se maille. Ah ok, opération écureuil. Super comme nom. Aide-moi un peu, je te rappelle que si on est foutu. Remplace au moins l'affiche. Ouvrez, contrôle de pensée obligatoire. Ouvrez, ou on appelle la défonceuse de porte. C'est vous qui voyez, hein. Putain. Toi, plutôt d'aller à la porte. J'arrive, le temps de mettre un t-shirt. Merde, le t-shirt. Si vous croyez qu'on rigole, eh ben sachez qu'on rigole pas. De toute façon, on n'a plus le choix. Eh ben, vous en avez mis du temps là. Monsieur? Terence. Marie Terence. Ok, monsieur Clémence. Jolies lunettes. Ah, et bah merci en même temps, elles ont été numéro 1 dans les magazines de tendance de l'État, du coup... Ouais, on voit pourquoi. Bon, vous savez pourquoi on est là? On doit régulariser la situation des habitants de l'immeuble parce que votre quartier a eu la chance d'être tiré au sort pour un contrôle de pensée. Youpi. Oh, ça va Jean-Claude, hein. Un peu de nerf. Bref, si vous échouez au contrôle, on devra vous envoyer un redressement d'état le plus proche, contrôle essentiel à vos pensées dissidentes. Est-ce bien clair? Oui, c'est clair. Vous savez comment ça se passe? Bah je sais pas trop, ça fait longtemps et... Dites un nombre entre 1 et 52. 51. 51. Tiens, encore un 51, je te jure. Alors, 51. Là, 51. Ok, vous êtes prêts, monsieur? Terence. Oui, monsieur Clémence. Alors, quel est votre film préféré? Batman. Lequel? Batman versus Superman. Versus Superman. Batman versus Superman. Et vous êtes sûr? Vous avez le résitant? Oui, Batman versus Superman, complètement sûr. Regardez, j'ai même l'affiche chez moi. Ok, et pourquoi c'est votre film préféré? Bah... Bah, y a Batman, y a Superman. Il y a Batman, il y a Superman... Et voir les deux dans le même film, bah c'est super bien pensé. Et voir les deux dans le même film, bah je trouve ça super bien pensé. Non mais ok, ça va. C'est aussi un de mes films préférés. J'adore Lex Luthor, il est génial, non? Oui, c'est clair. Bon, eh bien, je pense que tout est en règle ici. Hein. Ça fait plaisir de tomber sur un vrai cinéphile. Bah de même, hein. Bonne soirée, nous on doit se taper encore 4 étages, je vous raconte pas les heures sup. Bah écoutez, bon courage à vous aussi, et puis bonne soirée. Hop. C'est quoi la marque de votre t-shirt là? Quechua. Quechua? C'est pas en démonage ça? Quechua avec un K? Non, avec un Q. La lettre Q-U-E-C-H-A. Quechua. Quechua avec un Q. Quechua. Non, c'est encore bon pendant 6 mois, vous avez de la chance. C'est bientôt les soldes, hein. Faites comme tout le monde. Ça nous évitera de prévenir nos collègues du Fashion Control. Oui, j'économise justement pour ça. Vous inquiétez pas, ce sera fait. Bon, allez, bonne soirée, monsieur Clémence. Bonne soirée. Allez, Jean-Claude, on se bouge. Y'a même pas d'ascenseur. Non mais en même temps ils ont raison, hein. Ils sont dégueux nos t-shirts. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode Au-delà du réel. Et cette fois-ci, je me suis dit qu'il fallait que je vous fasse plaisir. Et du coup, aujourd'hui, nous allons regarder de l'autre côté de la Manche pour parler d'un cinéaste britannique marquant de la pop culture actuelle. Je parle bien évidemment d'Edgar Wright, connu notamment pour les films de la trilogie Cornetto. Bah quoi? Non mais c'est bizarre, normalement tu te plains tout le temps, t'as toujours une remarque à la con à placer. Non mais là ça m'étonne. Quoi? Qu'est-ce qui t'étonne? Eh bah figure-toi que je le connais celui-là.
Edgar Wright est un réalisateur et scénariste britannique né à Poole, dans le Dorset, en 1974, ce qui lui fait aujourd'hui 42 ans. Coïncidence ? Je ne crois pas. Poole est une petite ville anglaise située sur le bord de la Manche, bien loin de l'agitation londonienne. Outre les romans de SF, les comic books ou encore les jeux vidéo, Edgar Wright se passionne pour le cinéma dès son plus jeune âge. Armé de sa caméra Super 8, il va réaliser pas mal de courts-métrages et rêve de devenir cinéaste. Attends, mais c'est pour ça que le film Super 8 s'appelle Super 8 ? Eh oui! À l'époque, le Super 8 était le format de pellicule pour tourner des films en amateur, on était encore bien loin de la révolution des caméras numériques. Avec ses courts-métrages, Edgar Wright se fait remarquer dans les petits concours de films comiques, qui lui permettront de gagner plus de matos pour réaliser de nouveaux films. Et merde... D'ailleurs, en termes de matos, il faudra peut-être qu'on fasse des concours nous aussi. Ça, on verra dans un autre temps, ok? À 20 ans à peine, il autoproduit comme il le peut son premier long-métrage, A Fistful of Fingers, une comédie décalée dans le genre western. Vous aurez noté le jeu de mots habile en référence au film de Sergio Leone, A Fistful of Dollars, ou encore Pour une poignée de dollars en français. Tourné en 16 mm avec des acteurs de son quartier, A Fistful of Fingers arrive quand même à être projeté dans quelques salles, ce qui permettra à Edgar Wright de se faire repérer par la TV anglaise, même si le film ne le satisfait pas complètement. Il va ainsi réaliser quelques épisodes de séries comiques, comme la sitcom Asylum, où il va rencontrer Simon Pegg et Jessica Hines. L'alchimie fonctionne si bien entre Pegg et lui qu'ils vont développer ensemble la série Spaced, les allumés en français. Simon Pegg et Jessica Hines sont au scénario et devant la caméra tandis que lui s'occupe de la réalisation. Ils seront rejoints au casting par Nick Frost, un des meilleurs potes de Simon Pegg et qui était en plus son coloc de l'époque. C'est donc le début d'une amitié fructueuse entre les trois comparses, Edgar, Simon et Nick. Ta mère! Je te rappelle que ma mère c'est aussi ta mère, donc bon... Space est une série comique farfelue suivant les péripéties de Tim et Daisy, deux losers obligés de faire croire qu'ils sont en couple pour trouver un appartement. Ils arrivent à décrocher le précieux sésame dans une pension chelou, ce qui va être le début des ennuis pour les deux protagonistes. Ça m'a l'air un peu spatial. Espèce de boulet, ouais. Bref, Space est surtout un véritable succès. En 2 saisons et 14 épisodes, la série atteint le statut de série culte et remporte même 2 British Comedy Awards. Bref, ça commence plutôt bien pour Edgar Wright. Dans un des épisodes, le personnage de Simon Pegg était sous amphétamine et se voyait prisonnier dans le jeu vidéo Resident Evil 2 où il combattait des zombies. Étant des grands fans de films de morts-vivants, une passion mutuelle qu'ils vont découvrir sur le tournage, l'acteur et le réalisateur vont tellement kiffer tourner ces scènes qu'ils écrivent ensemble un script de long métrage, centré sur une invasion de zombies. Ouais, ok, on peut donc remercier numéro 2 pour sa superbe imitation de mec bourré, hein. Bref, c'est ainsi que naît, avec un budget limité, le projet Shaun of the Dead, avec Simon Pegg et Nick Frost au casting, et Edgar Wright toujours derrière la caméra. Sur le tournage, c'est la véritable débrouille. Pour plus de 70% des figurants zombies, ils choisiront des bénévoles membres du fan club de la série Spaced. Shaun of the Dead est vendu comme une comédie romantique avec des zombies. Racontons l'histoire de Shaun, un gentil loser de 30 ans qui ne fait pas grand chose de sa vie à part alterner entre l'appart qu'il partage avec ses potes, son boulot ennuyeux, et ses sorties au pub. Sa petite amie, Liz, voudrait qu'il change en s'engageant dans leur relation et qu'il arrête de traîner avec ses potes. Agacée par ses vaines promesses, elle finit par le plaquer. C'est alors que des zombies déferlent sur la ville. Shaun of the Dead sort en 2004 et c'est un véritable succès, aussi bien critique que public. Il est même adoubé par le maître du genre, George Romero, qui fera apparaître Edgar Wright et Simon Pegg dans son film Land of the Dead quelques années plus tard. Quentin Tarantino lui-même en fera son film de l'année. Et bah dis donc, ça change les autres guignols que tu nous as présentés jusqu'à maintenant, hein. Et ça ne va pas s'arrêter là. Au relais de ce succès et disposant d'une hausse de moyens, Edgar Wright rassemble la même équipe, à savoir Simon Pegg au scénario et devant la caméra, et Nick Frost au casting, pour son projet suivant, Hot Fuzz. Ils vont ainsi reprendre la même recette que Shaun of the Dead, en parodiant cette fois-ci les films d'action policiers de leur jeunesse. D'ailleurs, pour préparer l'écriture du film, Wright et Pegg vont mater pas moins de 200 films du genre, comme la quadrilogie de l'Arme Fatale et celle de Die Hard, ou encore Le Dernier Samaritain de Tony Scott pour ne citer que. Ah bah voilà, des films de bonhomme, là ça me parle, seuls les vrais savent. Dans Hot Fuzz, on suit l'histoire de Nicholas Angel, le meilleur policier de son équipe basée à Londres. Craignant qu'il fasse passer ses coéquipiers pour des rigolos, sa hiérarchie le mute à Sunford, un petit village de la campagne anglaise où il ne se passe pas grand chose et qui ne vit que pour le concours de meilleur village de l'année. Aux côtés de ses nouveaux coéquipiers de la police locale, son quotidien n'est guère trépidant. Cependant, une série de crimes étranges se produit, ce qui le pousse à repasser à l'action. Et là encore, le succès est au rendez-vous avec plus de 80 millions de dollars récoltés à travers le monde, pour un budget d'environ 8 millions de livres. Ça fait quand même un total de 70 millions de recettes, hein. C'est vrai que c'est pas mal. Et surtout, ce succès va lui ouvrir les portes d'Hollywood. C'est le producteur Mark Platt qui, très emballé par le côté générationnel et effervescent du comic Scott Pilgrim vs. The World, va en faire une adaptation au ciné. Ses autres potes producteurs lui soufflent à l'oreille le nom d'Edgar Wright pour réaliser le film, et là forcément ça match. Edgar Wright est vite emballé par le projet, surtout qu'on lui laisse une liberté créative totale. En gros, il peut faire ce qu'il veut, que ce soit à l'écriture, au tournage ou en post-prod, tant que ça dépasse pas les 60 millions de dollars de budget. Autre changement pour Edgar Wright, cette fois-ci pas de Simon Pegg ni de Nick Frost au casting. Ah ouais, ça y est, le mec il commence à avoir de la thune et du succès et il lâche les copains. Et ben en même temps, de leur côté, ils sont en train de tourner le film Paul sans Edgar Wright. Du coup, c'est un peu donnant-donnant. Bref, il va donc composer avec de jeunes stars montantes du cinéma nord-américain. Michael Cera, qu'il a repéré dans Arrested Development,
Mary-Elizabeth Winstead, connue à l'époque pour ses rôles dans Die Hard 4 et Boulevard de la Mort, Anna Kendrick qui n'a pas encore tourné dans Twilight, ou encore Kieran Culkin, le petit frère de Macaulay. Avec l'auteur du comics Brian Lee O'Malley, Edgar et lui vont adapter le second tome de la série, qui raconte les histoires de Scott Pilgrim, un jeune adulte un peu loser qui a du mal à tourner la page suite à sa précédente rupture. Histoire de passer le temps, il flirte avec la petite Knife Shaw que ses potes trouvent beaucoup trop jeune pour lui. Mais au cours d'une soirée, il a le coup de foudre pour Ramona Flowers, jeune femme mystérieuse parcourant le monde sur ses rollers. Ils commencent à se fréquenter, mais Scott Pilgrim va vite comprendre que pour que ce soit sérieux entre deux, il devra se défaire de l'infâme ligue des ex de Ramona. Le film sort en 2010 et est très bien accueilli par la critique, mais sa distribution à travers le monde est catastrophique. Avec un grand K. C'est ça, ouais, avec un K. Comme Quechua. On a l'impression que Universal, le studio derrière le film, ne voulait tout simplement pas que le film sorte, ce qui semble contradictoire vu qu'ils avaient l'air méga chauds au début. Bande-annonce limitée, promo quasi inexistante, distribution what the fuck. Juste pour info, le film est sorti dans une seule salle à Paris. Oui, une seule. Peut-être que le fait de donner une liberté créative totale à Edgar Wright les a beaucoup refroidis quant au produit final, qui a pourtant été validé par Tarantino en personne. Et bah forcément le film se plante au box-office, mais ça ne refroidira pas les ardeurs d'Edgar Wright. Sur les conseils de Peter Jackson, il est directement engagé pour signer le script du Tintin de Spielberg, sorti sur les écrans en 2011, où nous retrouvons Simon Pegg et Nick Frost en Dupont et Dupont. Mais il était temps qu'Edgar Wright et Simon Pegg viennent à bout de leur trilogie Cornetto, ou Blood and Ice Cream Trilogy dans sa langue originale. La trilogie Cornetto? Mais qu'est-ce donc? Oh et bah merci de poser cette question pas du tout scriptée. La trilogie Cornetto est appelée ainsi car dans chacun des 3 films, les personnages principaux sont filmés en train de manger des fameux cônes glacés. Bref, pour terminer la trilogie, Edgar Wright ressort un vieux script qu'ils ont mis sur papier avant Shaun of the Dead, intitulé Crawl, qui signifie tourner en anglais, dans le sens tourner des bars. Ah ouais, ça doit être trop des bars ce film. On retrouve une nouvelle fois la même équipe, et cette fois-ci on parle de science-fiction, et plus particulièrement de fin du monde, son titre anglais étant The World's End, et qui a été traduit et renommé par Le Dernier Pub avant la fin du monde, par nos marketeurs les plus talentueux. Hashtag ironie, hein. On y suit l'histoire de 5 amis d'enfance que la vie a séparés, se réunissant malgré eux pour entreprendre et accomplir ce qu'ils avaient échoué à terminer pendant leur adolescence, à savoir la fameuse tournée épique des pubs du quartier de leur enfance. Emmenés par Gary King, interprété par Simon Pegg, l'éternel ado de la bande, ils vont devoir enchaîner pas moins de 12 pubs et terminer leur périple au fameux The World's End. Au fil de leur aventure, ils vont se rendre compte qu'ils sont les seuls à pouvoir sauver le monde d'une fin catastrophique imminente. Produit et distribué une nouvelle fois par Universal, le film se plante un peu au box-office. À croire qu'Universal n'aime plus trop Edgar Wright. Là encore, la distribution et la promotion du film est quasiment fantomatique. Ce qui est très curieux étant donné le succès de son début de carrière. Peut-être qu'ils ont fini par se lasser comme moi en t'écoutant. Et oui, c'est vrai qu'Edgar Wright est finalement assez peu sorti de sa zone de confort, que ce soit dans les thèmes abordés ou dans la façon dont il les aborde. Déjà, quasiment tous ces films sont des parodies, mais pas des parodies paresseuses. Certes, ces longs métrages sont remplis de références rendant hommage au genre qu'ils dépeignent, mais à chaque fois, Edgar Wright impose sa vision singulière et sa patte dans les récits qu'il développe. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'il co-scénarise toujours ses films. Comme je l'ai dit, Edgar Wright est un cinéaste qui puise ses références dans sa culture pop et geek. Ainsi, Shaun of the Dead est bien évidemment un grand hommage aux films de zombies qui ont bercé sa jeunesse. La référence majeure étant celle faite au film La Nuit des Morts Vivants de George Romero, le maître en la matière. En effet, une des scènes est directement inspirée du film, celle où Sean et Ed regardent le journal télévisé et où le présentateur reprend les mêmes termes que ceux utilisés par le reporter du film de George Romero. Des références en pagaille de films d'action policiers des années 80-90 parsèment Hot Fuzz. On ne pourra pas passer à côté des clins d'œil à Point Break et Bite Boys 2, dont certaines séquences ont été directement calquées dans le film. Notamment celle où le personnage de Nick Frost vide son chargeur de pistolet dans les airs car il ne veut pas blesser son père en pleine fuite. Sous forme de clin d'œil visuel, Scott Pilgrim est lui aussi rempli de références, cette fois-ci plutôt vidéoludiques. Le chaos de la fin des combats, les pièges générés en récompense, ou encore la barre de vie quand Scott est en train d'uriner pour ne citer qu'elle. Et puis rien que la structure du film est basée sur celle d'un jeu vidéo, où le protagoniste, pour sauver la princesse, voyage de niveau en niveau et se confronte à chaque fois à un boss de fin. Bon, le but ici c'est de choper Mary-Elizabeth Winstead, on lui en voudra pas de se démener. C'est clair. Enfin, The World's, je veux dire, le dernier pub avant la fin du monde, décidément, j'aime pas ce titre, a pour influence 3 écrivains. John Wyndham, auteur très actif au milieu du XXe siècle, mais aussi Nigel Neal, dont le personnage principal et récurrent, Bernard Quatermass, devait se battre contre plein de monstres dans différentes aventures. Sans oublier l'écrivain John Christopher, auteur de la trilogie des Tripodes dans les années 60. Mais c'est encore plein de gens connus tout ça. Ces références tirées de la pop culture n'en fait pas pour autant des films copier-coller. Edgar Wright détourne à chaque fois les codes des genres qu'il aborde en apportant une vision singulière et originale. Il adore justement mélanger les univers avec cette envie de rapprocher l'extraordinaire au trivial. En effet, Shaun of the Dead, sous la forme d'une comédie romantique, met en avant un héros Monsieur Tout-le-Monde, qui doit se surpasser pour reconquérir sa copine en combattant des hordes de zombies. On peut retrouver le même schéma dans Scott Pilgrim, où le héros éponyme doit se confronter au casserole amoureux de son crush dans des combats épiques et grandioses. Hot Fuzz bouleverse le code scénaristique du policier qui est puni et muté après avoir fait une bavure. Ici c'est parce que le flic est trop balèze qu'il est mis sur la touche et envoyé en pleine campagne anglaise.
Sans oublier Le Dernier Pub avant la fin du monde, où le plan de fin du monde orchestré par des êtres surnaturels est découvert et mis à mal pendant une tournée des bars entre potes de longue date. Ainsi, ces héros ne sont pas archétypaux, mais plutôt des losers ou des monsieur tout le monde qui vont être confrontés à des situations extraordinaires, où ils vont devoir effectuer des choix compliqués qui ne vont pas forcément être les bons, ce qui reflète leur côté normal et humain. Aussi, Edgar Wright aime renverser et s'amuser des préjugés que l'on peut avoir sur la société anglaise. Par exemple, le côté soulard exagéré du Dernier Pub avant la fin du monde, ce côté qu'on retrouve aussi dans Shaun of the Dead où le pub Winchester est au centre de l'histoire. Ou bien encore le fait de mettre un tas d'armes entre les mains de policiers anglais pour être en opposition avec l'image du flegmatique Bobby anglais que l'on a en tête à travers le monde. Bobby ? Mais c'est qui encore celui-là ? Mais non mais Bobby c'est le terme utilisé pour le flic avec le casque bonbonne sur la tronche là, tu sais avec le cheval et tout. Attends ouais, c'est bien ce qui me semblait, je m'en fous. Bref, Edgar Wright utilise le mélange des genres avec toujours cette thématique en toile de fond, celle du passage à l'âge adulte. En effet, dans chacune de ses productions, son personnage principal est en pleine transition et va devoir faire des choix moraux pour pouvoir avancer dans sa propre vie. Le thème de l'engagement amoureux est au cœur du film Shaun of the Dead, où Shaun n'arrive pas à se remettre en question et à tenir ses promesses. Il lui faudra une invasion de zombies pour comprendre ce qui compte vraiment pour lui, et pour qu'il commence ainsi à prendre ses responsabilités dans son couple. On peut aussi parler du personnage de Scott Pilgrim, qui, comme Ramona, va devoir faire une croix définitive sur sa première grande histoire d'amour pour tourner la page et envisager une nouvelle relation. Le Dernier Pub avant la fin du monde aborde directement la thématique du passage à l'âge adulte, avec la caricature de son personnage principal qui est resté dans la nostalgie de son adolescence sans avoir véritablement évolué. Hot Fuzz va remettre en question les principes butés du sergent Nicholas Angel qui n'arrive pas à couper les ponts avec son boulot de policier et ce côté monsieur je sais tout. D'ailleurs là aussi il se fait larguer et commence une nouvelle vie dans un nouvel endroit, ce qui va complètement changer sa vision des choses. Nous avons donc toujours affaire à des personnages en transition dans leur vie respective, ce qui est soutenu par la réalisation atypique et marquée d'Edgar Wright. Justement, ce n'est pas pour rien qu'il soigne particulièrement les transitions dans la mise en scène de ses films. Elles font écho à la thématique de fond véhiculée par ses personnages principaux, à savoir le fait de tourner la page pour évoluer. On peut ainsi parler des différentes transitions graphiques passant d'un monde réaliste à un univers onirique quand Scott Pilgrim et Ramona Flowers font leur premier encart. On peut aussi parler de la séquence où Nicholas Angel quitte sa ville londonienne pour rejoindre la campagne anglaise. Elle est dotée d'un montage très rapide nous informant en un clin d'œil des bouleversements qui arrivent dans la vie du personnage de Simon Pegg. Sans oublier la scène d'élaboration du plan de Shaun pour aller secourir sa copine dans Shaun of the Dead. Ce moment, répété plusieurs fois, marque une première évolution dans l'esprit de Shaun, qui commence enfin à prendre son destin en main même s'il reste chahuté par son pote loser. Edgar Wright a bien évidemment un véritable don pour mettre en scène la comédie. Il orchestre une véritable chorégraphie visuelle pour décupler ou appuyer le sens comique de ses péripéties. Il rend ainsi épique le simple fait de se préparer avant d'aller au boulot dans Shaun of the Dead ou d'aller en soirée dans Scott Pilgrim. Sans oublier le côté routinier de la nouvelle vie de Nicholas Angel dans Hot Fuzz. Il fait souvent d'une situation banale, voire ennuyeuse, un moment marquant qui nous arrache à chaque fois un sourire. Mais pour une fois, un bon exemple vidéo vaut mieux qu'un long discours. Enfin, alléluia. Edgar Wright utilise ainsi souvent des raccords mouvements horizontaux et verticaux, des crash zooms, un sound design très marqué, voire un montage très dynamique avec des plans rapides successifs, pour rendre un côté exceptionnel et dantesque aux situations triviales qu'il dépeint. Son style de comédie ne passe pas forcément par le jeu des acteurs ou leurs répliques. En effet, son tempo comique s'exprime visuellement. Sa réalisation est ainsi très marquée pour épouser le côté parodique de ses films, mais aussi pour appuyer son envie de renverser les codes des genres qu'il aborde. C'est bon, c'est fini ? Bah ouais, je crois bien, ouais. J'espère que ça t'a plu. Ouais, franchement, ça va. J'ai préféré aux autres. Il est plus marrant, lui. Et en plus, Edgar Wright et moi, je trouve qu'on a beaucoup en commun. Comment ça ? Bah, tu vois bien, on a tous les deux fini les cornettos.